On ne s'écoute pas, on fait ce qu'il y a à faire et c'est les autres qui se rendent compte que vous êtes au bout du rouleau. Aider, s'entraider. Le podcast qui donne la parole aux aidants. Les aidants représentent en France plus de 9 millions de personnes. Ce sont des hommes et des femmes qui soutiennent quotidiennement un proche en perte d'autonomie, en situation de handicap ou de maladie. Aider, s'entraider, un podcast proposé par Malakoff Humanis en partenariat avec Audencia. Monique a 70 ans. Elle a accompagné pendant une douzaine d'années et jusqu'à la fin, son mari atteint d'une maladie neurodégénérative. Peut-être 6 mois après sa retraite, mon mari a commencé à être malade. Enfin, je ne le reconnaissais plus dans son attitude, dans ce qu'il faisait. Il a commencé à être comme une dépression, il n'avait plus envie de se lever, il restait couché, chose qui ne lui ressemblait absolument pas. Voilà, alors on a cheminé comme ça peut-être pendant 1 an. Avec les conseils du médecin, nous sommes allés voir un neurologue qui a fait faire des examens et on a détecté des choses qui n'allaient pas. C'était une maladie apparentée Alzheimer, mais ce n'était pas la maladie d'Alzheimer, c'était le syndrome de Benson. Donc ça voulait dire, ce qu'on nous expliquait, c'était que mon mari était un petit peu enfermé dans une bulle. Il ne reconnaissait plus son lieu de vie. Il ne savait pas où il était. C'est vrai que les premiers temps, quand on nous parle de cette maladie, on pense plutôt à des personnes vraiment très très âgées. Et là, tout d'un coup, notre univers bascule quand même. Et on se dit, il va falloir faire avec et essayer de faire au mieux. La prise de conscience, c'est de se dire que l'on serait seul, parce que la personne avec qui l'on vit depuis plus de 35 ans, on ne la reconnaît plus. Et c'est quand même un moment de grande solitude. Quand on a beaucoup partagé, quand les choses se passaient bien, c'est quand même un grand moment de solitude. On a des enfants, mais on ne peut pas porter ça sur les enfants. C'est notre vie personnelle. Quand le pronostic a été posé, on a cheminé peut-être pendant 2-3 ans comme ça, tous les deux. Et ensuite, il fallait vraiment de l'aide extérieure. Je me suis peut-être reconnue aidante, peut-être au bout de 3-4 ans, quand les choses ont vraiment évolué. Et que, pour tous les gestes quotidiens de la vie, il fallait vraiment être là et aider. Et donc là, il a fallu... il y a eu des aides à la maison le matin, le soir. Et ensuite, ce n'était pas suffisant. Et j'ai eu la chance de rencontrer 2 personnes qui étaient... qui était indispensable à notre équilibre à tous les deux si on voulait continuer ensemble, parce qu'il n'était pas question que mon mari parte de la maison. Avec ces 2 jeunes femmes, j'ai pu peut-être penser un petit peu à moi, pouvoir faire des choses un petit peu en dehors de la maison. Et le fait qu'elles soient là, moi j'avais toute confiance et
Et mon mari était bien aussi, ressentait ce bien-être. J'ai eu plusieurs personnes qui venaient par des associations et ça ne passait pas, ça ne marchait pas. Soit les gens partaient avec mon mari et tout d'un coup m'appelaient pour me dire ah ben je peux pas revenir avec votre mari, il ne veut pas bouger, je peux pas lui demander de rentrer. Donc après plusieurs déconvenues, quand j'ai eu la chance de rencontrer ces deux jeunes femmes avec qui tout de suite ça a passé et qui avaient une grande empathie envers mon mari. Si moi je m'absentais, j'étais en toute confiance. Je ne me posais pas la question de dire est-ce qu'il va être bien, je vais partir 1 heure, est-ce que c'est possible, est-ce qu'il va pas se mettre dans tous ces états. Et là, vraiment, avec elles deux, moi j'étais en confiance et je savais que mon mari était très bien, n'allait pas s'angoisser. Il était en confiance aussi avec ces jeunes femmes. Avoir quelqu'un qui vient tous les jours à des heures, c'est très envahissant et à la limite quelquefois du supportable. Une petite anecdote, c'est vrai que les personnes de la SADAPA, donc qui venaient chez nous, ont souvent affaire à des personnes âgées. Donc nous, notre porte n'était jamais fermée à clé. Et donc comme ce sont des personnes âgées, quand l'aide-soignante a sonné à la porte, elle rentre. Et ça, c'était devenu quelque chose d'insupportable pour moi. Et si bien que j'ai fini par fermer la porte et c'est moi qui allais ouvrir. Mais on n'entrait pas juste après le coup de sonnette. Pour moi, c'était insupportable. On n'est plus chez soi parce qu'il y a tout le temps du monde qui vient à la maison pour des soins, pour le lever, la toilette. Bon, après, avec les deux jeunes femmes, c'est différent parce que, bon, elles ont fini presque par faire partie de la famille. Enfin, voilà, pour elles, c'était complètement différent. Mais avec les gens qui venaient, et je comprends, hein, mais pour moi, c'était insupportable. C'est vrai que notre vie, on a l'impression, ne nous appartient plus. Il était en retraite à 55 ans et quand la maladie a évolué, quand il avait à peu près 58 ans, on m'avait dit de me retourner vers le CLIC. Et donc là, on me disait ah, mais on ne peut rien pour vous parce que on ne s'occupe que des personnes à partir de 60 ans. Donc là, c'est vrai que c'était le désert. Et c'est là que j'ai entendu parler de la maison des aidants. Et c'est avec eux que j'ai pu cheminer jusqu'à la fin, quoi. On a pu faire 2 séjours de répit et qui étaient vraiment très réconfortants, enfin qui redonnaient de l'énergie parce que bon, tout d'un coup, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, que d'autres vivent aussi les mêmes aventures, si on peut dire. J'ai rencontré des gens absolument merveilleux, autant dans les responsables de la maison des aidants que des gens croisés lors de séjours, voilà, qui faisaient beaucoup de bien. Et c'est vrai qu'on pouvait, quand mon mari pouvait se déplacer sans difficulté, le fait de passer 2 heures à la maison des aidants, c'était bénéfique aussi, c'était toujours enrichissant. Pour je pense les deux. Bon, il savait pas le dire, enfin, voilà, mais il était bien. Enfin, il n'avait pas envie de partir, il était bien, je le sentais. Et moi, c'était d'un grand réconfort. Enfin, on avait beaucoup d'activités l'un et l'autre. Bon, les choses au fur et à mesure ont été réduites. Donc, j'ai gardé quelques associations, enfin une association au moins.
Et c'était surtout, ensuite, quand j'ai eu ces deux jeunes femmes, c'était de pouvoir partir 2 ou 3 heures ou 4, se changer les idées, aller en ville, enfin, je veux dire, aller marcher, s'occuper de soi, enfin, ne penser qu'à soi, si on peut dire. Les amis ont continué de venir, on a continué de se voir. Après, bien sûr c'est un peu plus difficile parce que les invitations, tout est un petit peu compliqué, mais les amis étaient présents. Ça aurait été un petit peu compliqué d'aller manger chez quelqu'un parce que il fallait au moins deux personnes pour pouvoir s'occuper de mon mari, de l'installer, et c'était fatigant si on restait. On peut pas rester 2 heures à table. Et puis je veux dire, c'était aussi lui donner à manger. Donc peut-être inconsciemment, on n'a pas envie que les gens se rendent compte de comment la maladie évolue et comment on est dépendant de quelqu'un. Donc je pense que peut-être ça a été peut-être une retenue dans ce sens-là. Les années passant, la maladie de son mari évoluant, l'épuisement a profondément affecté la santé de Monique, avec des conséquences encore présentes aujourd'hui. Sur le sommeil, j'ai encore du mal à récupérer aujourd'hui. J'étais aux aguets, je n'arrivais pas à dormir correctement. J'ai eu des crises de vertige qui ont été très importantes. J'étais très très fatiguée. Nerveusement, oui, je me rends compte que j'étais au bout du rouleau. Je suis restée hospitalisée quelques jours. C'était dû à une grande fatigue. L'assistante sociale de l'hôpital m'a dit là il faut absolument arrêter, enfin faire quelque chose, mais vous pouvez pas être toujours. Il faut prendre soin de soi. Le placement de mon mari, non, pour moi c'était hors de question. Enfin, tant que c'était possible de tout faire à la maison, enfin que ça puisse se passer à la maison, qu'il puisse rester chez lui, qu'il se reconnaisse dans son environnement. Pour moi, il était hors de question que mon mari soit placé, qu'il parte en accueil temporaire. C'était la seule concession que je pouvais accepter. J'aurais eu l'impression de l'abandonner et c'était pas possible. Anne Bacouche est chargée de projet accompagnement et développement à la direction des missions sociales de l'Union France Alzheimer. La maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées sont dites évolutives. Une difficulté supplémentaire pour les proches aidants qui doivent sans cesse trouver de nouvelles ressources et s'adapter. Dans le cadre des maladies neuroévolutives, parce qu'elles sont évolutives, ce qu'on va adapter à un moment donné pour faire face et pour continuer à gérer au mieux le quotidien, ça ne va tenir qu'un temps, parce que la maladie, elle va continuer d'évoluer et à un moment donné, il va falloir envisager d'autres aménagements et d'autres choses à mettre en place, parce que ce qu'on avait pensé initialement ne va pas tenir tout le temps. Et donc, c'est un travail en continu et c'est ça aussi qui mène à l'épuisement pour l'aidant, c'est cette obligation de réinventer au jour le jour face à cette maladie qui évolue et qui amène sur le chemin de nouvelles manifestations, de nouvelles difficultés, de trouver le moyen de continuer à communiquer, à entrer en relation, à interagir, à continuer à faire et à vivre, parce que l'objectif, c'est de continuer à vivre. Et ça, c'est aussi très compliqué pour l'aidant, parce que ça lui demande un travail et une énergie incroyable de trouver des stratégies
tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors dans les premiers temps, ça c'est pas que le travail de l'aidant, c'est aussi le travail de la personne qui souffre de cette maladie. Voilà, d'identifier les choses, de trouver ses ressources, de trouver aussi ses solutions pour mettre en place des stratégies au quotidien, pour continuer à gérer au mieux son quotidien. Mais à un moment donné de l'évolution, eh ben c'est l'aidant qui va devoir tenir ce rôle-là aussi de plus en plus parce que la personne malade n'aura plus forcément la possibilité de le faire. Et c'est ça qui est extrêmement coûteux pour l'aidant. Et puis, ce qui peut être facilitateur mais rendre compliqué ce travail comme ça d'ajustement tout le temps, c'est la communication, la qualité de la communication déjà au sein du couple. Si on parle d'un couple ou alors quand il s'agit de son parent, voilà, c'est la qualité de la communication, des échanges, parce qu'il faut pouvoir aussi avancer ensemble. Et en plus, d'autant plus quand on sait que cette maladie, elle vient atteindre la capacité à communiquer de la personne. Donc c'est vrai que plus on avance, plus ce travail de réaménagement, réajustement se complexifie pour l'aidant et pour la personne malade. Tout leur quotidien, toute leur pensée est tournée vers leurs proches malades. Il y a des aidants qui s'en oublient complètement, c'est-à-dire qu'ils ne dorment pas, ils en oublient de manger, ils ne prennent plus soin d'eux, ils ne vont plus à leur consultation médicale parce qu'ils ne peuvent pas laisser leurs proches malades et puis parce qu'ils sont en hypervigilance tout le temps à anticiper le moindre risque ou le moindre besoin de leurs proches, donc ils finissent par s'oublier complètement. Donc le premier besoin, c'est peut-être de déjà leur faire prendre conscience ou les aider à prendre conscience qu'ils sont dans cette situation d'aidance, que c'est un travail considérable et que ça leur demande une énergie physique et psychique considérable et qu'il faut déjà les reconnaître dans ce qu'ils traversent. On parle beaucoup de la personne malade, mais il y a eux aussi. Et sans eux, la personne malade ne peut pas tenir, ne peut pas continuer. Et bien souvent, c'est l'aidant qui s'épuise et qui part aussi le premier. C'est vraiment essentiel de les reconnaître pour qu'ils puissent se reconnaître eux-mêmes. Et parce que nous, on peut identifier des besoins. Mais ce qui est important, c'est que eux aussi parviennent à identifier les leurs pour qu'on puisse les accompagner et les soutenir au mieux. Donc, ils ont besoin de répit, ils ont besoin de soutien et puis aussi de ne pas être isolés. C'est aussi de leur donner le maximum d'informations et de connaissances sur la maladie, sur ce par quoi peut passer leur proche malade pour qu'eux arrivent à identifier au mieux les signes, pour savoir comment y faire face aussi. Par exemple, l'orientation, enfin, la désorientation temporelle ou spatiale, c'est-à-dire que la personne ne sera plus forcément dans la réalité commune, présente du moment. Il ne sert à rien de redire toujours à la personne « mais non, on n'est pas à ce moment-là, on est à telle époque, mais non, on n'est pas à tel endroit, on est à tel endroit ». De leur faire comprendre que la personne étant dans sa réalité, dans une autre réalité, avec une autre temporalité, ce qui compte, c'est de la suivre dans cette réalité, pour pouvoir continuer à être en communication et en relation avec elle. Voilà, savoir que c'est la maladie qui induit cela, d'accord. Comment on compose avec. Donc, davantage suivre la personne dans son discours pour avoir accès à ce qu'elle ressent, à sa préoccupation, à qu'est-ce qui fait que c'est important pour elle de reparler de cela. Et puis, c'est vivre avec elle chaque instant. On accompagne l'autre, on vit à son rythme aussi, et c'est ça qui est pas toujours simple. Mais de connaître les manifestations de la maladie, c'est aussi peut-être mieux les apprivoiser, les intégrer et ne plus s'y arrêter pour composer le quotidien en tenant compte. L'autre n'est plus tout à fait celui qu'on a connu et comment continuer à vivre ensemble, à composer ensemble. Être aidant, c'est une position bien particulière parce que il faut pouvoir rester dans sa place d'époux et d'épouse, dans son rôle d'époux et d'épouse, mais en même temps, être aidant, ça vient amener aussi
un autre rôle qui est celui qui prend soin. Et c'est peut-être ça la difficulté aussi, parce que ça pose la question de la juste distance, de la juste posture. Et c'est ça peut-être la grande difficulté, de continuer à garder sa place, à faire perdurer les places de chacun au sein de la famille. Mais c'est aussi le meilleur moyen aussi pour restaurer la personne et l'identité de celui qui souffre de ce type de maladie, de pouvoir lui laisser sa place, sa juste place, et de garder la sienne. Aider, s'entraider, un podcast proposé par Malakoff Humanis en partenariat avec Audencia. Retrouvez d'autres épisodes sur les plateformes de podcast.